Je m'appelle Abigail Blackwell. Pendant 7 ans, mon mari m'a traité de ratée. D'abord à voix basse, comme une remarque inquiète, puis plus fort devant ses amis, sa mère, bref, devant tous ceux qui voulaient bien l'écouter. Il le répétait en corrigeant ma façon de tenir une fourchette, ma prononciation, mon sourire, trop ou pas assez large. Il l'a répété jusqu'à ce que je finisse par le croire. Tout a basculé le soir du gala de la Fondation Whitlock. J'étais assise à la table qu'on me réservait toujours. Celle nichée près des portes de la cuisine de cette vieille demeure de Lake Forest, suffisamment loin des lustres et des invités de marque pour ne pas attirer l'attention. Sur le marque-place, on pouvait lire « Madame Grayson Whitlock » en lettres calligraphiées impeccables, mais tout le monde savait que cela désignait l'épouse qui détonnait. Je portais la même robe bleu marine que j'avais portée à tous leurs événements ces dernières années. C'était la seule que ma belle-mère n'avait pas ouvertement critiquée. Je me souviens d'avoir lissé le tissu sur mes genoux, comptant les minutes avant de pouvoir partir, quand soudain le silence se fit dans la salle. Mon père monta sur scène. Il n'aurait pas dû être là. Grayson avait veillé à ce que la sécurité reçoive des instructions strictes. Pourtant, il était là, dans le même costume gris anthracite sobre qu'il portait depuis des années, une épaisse enveloppe à la main, le regard fixé sur la table d'honneur où Grayson était assis avec ses amis de Princeton. Le micro grésilla lorsqu'il se pencha. « Avant que vous ne leviez tous un autre verre à la famille Whitlock, dit-il d'une voix calme et claire, j'aimerais vous parler de ma fille, Abigail Blackwell. » Pas Whitlock. Blackwell. La main de Grayson trouva mon poignet sous la nappe. Sa prise se resserra jusqu'à ce que je sente mes os craquer. Je ne le regardais pas. Je ne le pouvais pas. Tous les regards étaient tournés vers moi. Elle avait obtenu une bourse complète pour la faculté de droit de Northwestern. Mon père poursuivit, tout en travaillant à plein temps, en gérant la maison, tout en entendant chaque jour qu'elle n'était pas assez intelligente, assez raffinée, ou assez digne d'être ici parmi vous. Un murmure parcourut les tables. Les coupes de champagne restèrent à mi-chemin des lèvres. Quelqu'un près de l'entrée laissa tomber une fourchette. Le bruit résonna comme un coup de feu. Je sentis la chaleur me monter au visage, mais je ne baissai pas les yeux. Pas cette fois. À l'époque, j'avais appris à me faire toute petite. J'avais appris à préparer le café de Grayson exactement comme il l'aimait, à ne parler que lorsqu'on m'adressait la parole pendant leur dîner, à m'excuser de prendre de la place. J'avais appris à cacher mes manuels de droit dans un garde-meuble que j'avais payé comptant, à étudier dans les coins tranquilles du bâtiment pendant la pause déjeuner, à mentir sur mes allées et venues lorsque je rentrais tard. J'avais tout fait en silence, car parler me semblait plus dangereux que de disparaître. Mais ce soir-là, dans le silence qui suivit les paroles de mon père, quelque chose en moi s'apaisa. Ni peur, ni honte, juste de la lucidité. Grayson se pencha vers moi, sa voix chuchotant à peine audible. C'est absurde. La sécurité s'en chargera. Je retira mon poignet pour la première fois depuis des années. Je le regardai, vraiment, et dis doucement, non, laisse-le finir. Car je savais déjà ce qui allait suivre. Et pour la première fois en 7 ans, je n'en avais pas peur. Ce matin-là, quelques heures avant le gala, j'étais dans la cuisine de notre maison de Lincoln Park, à peser les grains de café avec la même précision méticuleuse que j'avais perfectionnée au fil des ans. Grayson aimait son café filtre à 93 degrés Celsius, 200 degrés Fahrenheit, exactement. Trop chaud, et il se plaignait. Trop froid, et il le renvoyait. Il avait laissé un mot sur le comptoir, à côté de l'invitation. Ne répète pas les erreurs de l'an dernier. L'an dernier, aux retrouvailles de Princeton, j'avais apparemment trop longtemps souri à un serveur et mentionné mon travail dans le traitement des sinistres d'assurance quand quelqu'un m'avait demandé ce que je faisais. Il avait répété ses erreurs pendant des semaines, chaque version étant plus mordante que la précédente. J'ai plié le mot et l'ai glissé dans ma poche. J'avais arrêté de discuter depuis longtemps. Se disputer lui donnait du grain à moudre. Tessa remarquait tout au bureau. On travaillait dans une petite entreprise de traitement de dossiers tranquille, dans le LOP. Rien de glamour, juste des rangées de bureaux cloisonnés et des formulaires à n'en plus finir. Les jours où j'oubliais, elle me faisait glisser la moitié de mon sandwich sur la table de la salle de pause. Déjeuner pour économiser, me demandait-il plus tard. Elle ne posait jamais la question directement. Elle le savait, c'est tout. Cet après-midi-là, elle m'avait dit, une grosse soirée ce soir. J'avais hoché la tête, sentant déjà cette boule familière dans mon estomac. Ça va aller, m'avait-elle murmuré.
Respire. Grayson vérifiait les comptes tous les dimanches soirs. Des tableurs répertoriaient chaque café, chaque ticket de métro, chaque paire de chaussures. Il appelait ça de la responsabilité. Moi, j'appelais de la surveillance. Mais il n'a jamais pensé à vérifier le petit box de stockage que je louais en ville sous mon nom de jeune fille. C'est là que je rangeais mes livres de droit, mon ordinateur portable acheté avec l'argent que je sautais sur les repas, mes notes de mes longues séances de révision nocturne dans tous les restaurants ou au fond de la bibliothèque municipale. J'avais commencé mes études de droit l'année suivant notre mariage. Après notre première fois, il avait dit à une table d'amis que je cherchais encore ma voie. Ce soir-là, quelque chose de discret et d'obstiné s'est éveillé en moi. Je n'en ai parlé à personne. Ni à mon père, ni à Tessa, pas même à moi-même. J'ai simplement postulé, passé l'examen d'entrée en secret, et quand la lettre d'attribution de la bourse complète est arrivée, je l'ai cachée dans le box de stockage et je me suis inscrite. 7 années de double vie. 7 années à me rétrécir dans un monde tout en m'épanouissant dans l'autre. Sur la route de Lake Forest ce soir-là, Grayson me faisait la morale depuis le volant de sa berline noire. Ne parle pas de ton travail. Si on te pose des questions, dis que tu explores différentes options. Ne parle pas de politique. Ne t'attarde pas trop longtemps à une table. Et s'il te plaît, Abigail, essaie de faire comme si tu étais à ta place. J'ai regardé les lumières de la ville s'estomper pour laisser place à la banlieue, sans rien dire. Je comptais les mois jusqu'à ce que les pires restrictions du contrat prénuptial soient allégées. Encore quelques mois. Je l'avais noté sur un calendrier caché derrière des dossiers de jurisprudence. Il avait veillé à ce que mon père ne soit pas invité. Il n'a rien à faire ici, avait dit Grayson lors d'une conversation téléphonique que j'avais surprise. Sa petite entreprise n'est pas de notre monde. Mon père avait vendu Blackwell Technologies il y a quelque temps pour des dizaines de millions et prévoyait discrètement de tout me léguer le moment venu. Grayson n'en savait rien. Personne dans son entourage n'en savait rien. Nous sommes arrivés au domaine. Lustre, quatuor à cordes, une odeur d'argent flottait dans l'air. Grayson m'a embrassé sur la joue pour la forme, puis m'a laissé à l'entrée pour rejoindre ses amis au bar. J'ai trouvé ma table près des portes de service. Je me suis assise seule et j'ai attendu la fin de la soirée. C'est alors que mon père est entré. Pas par l'entrée principale cette fois. Directement sur scène. Une enveloppe à la main, son regard croisant le mien à travers la salle scintillante. La tension dans mon estomac s'est légèrement relâchée. Car quoi qu'il arrive, la mascarade touchait à sa fin. La voix de mon père a résonné dans la salle de bal stupéfaite comme un courant continu, me tirant du brouillard dans lequel j'avais vécu si longtemps. Il brandit l'enveloppe, ses mains rugueuses à force d'avoir bâti son entreprise à partir de rien pendant des années, et dit « Abigail n'a pas seulement été acceptée à Northwestern. Elle a obtenu une bourse complète. Des notes parfaites, première de sa promotion, et elle a réussi tout ça pendant que tu... » Il regarda Grayson droit dans les yeux. Il avait dit à tout le monde qu'elle était un échec. Les mots résonnèrent en moi, simples et vrais. Je les sentis s'installer dans ma poitrine, non pas comme une victoire, mais comme un doux dénouement. Cette année de doute que j'avais portée comme un fardeau commençait à s'alléger. Je me souvins de la première fois où Grayson m'avait traité ainsi. Nous étions à un dîner avec ses amis de Princeton, au début de notre mariage. J'avais mentionné un livre que j'avais lu et il avait ri. Abigail est encore en train de rattraper son retard, avait-il dit en posant sa main sur mon genou sous la table, juste assez pour me faire taire. Plus tard ce soir-là, seul dans notre maison, j'avais fixé le plafond et je m'étais demandé s'il avait raison. C'est là que l'idée a germé. Pas une vengeance, juste une promesse à moi-même. J'avais postulé à la faculté de droit, prouvant en privé ce que je ne pouvais dire à voix haute. La lettre d'admission est arrivée un après-midi pluvieux. Je l'ai lue dans le box de stockage, la pluie tambourinant sur le toit en tôle, et je l'ai pliée comme un secret que je n'étais pas prête à révéler. Maintenant, tandis que les agents de sécurité s'approchaient de l'estrade, hésitants, mon père poursuivit. Elle est diplômée la semaine prochaine. Mais ce n'est pas tout. J'ai vendu Blackwell Technologies. Des dizaines de millions. Et c'est à elle. Tout. L'appartement sur la Gold Coast, le portefeuille d'investissement. Tout ce que j'ai construit revient à la fille qui n'a jamais cessé de se construire elle-même. Le visage de Grayson se décomposa. Sa mère se leva de sa chaise à la table d'honneur,
ses perles scintillant à la lumière tandis qu'elle faisait un geste sec vers les gardes. Mais ils s'arrêtèrent, regardant tour à tour ma mère et mon père, incertains. J'étais assise là, à cette table oubliée, les mains plaquées contre la nappe pour les empêcher de trembler. Une partie de moi voulait disparaître, me glisser par la porte de service comme je l'avais imaginé tant de fois. Mais une autre partie de moi, celle qui avait mémorisé la jurisprudence dans les restaurants pendant que le monde dormait, me retenait. Pourquoi étais-je restée si longtemps? Ce n'était pas seulement le contrat prénuptial et ses clauses qui me laissaient sans ressources si je partais trop tôt. C'était l'érosion lente. La façon dont il avait fait passer le doute pour une vérité. La façon dont sa famille avait acquiescé, leurs compliments ambigus comme des coupures de papier. Ma belle-sœur qui chuchotait à propos de ma robe. Sa mère qui me présentait comme la femme de Grayson, prenant son temps pour trouver ses marques. Et moi, persuadée de le mériter. Mais pendant ces heures d'études silencieuses, quelque chose avait changé. La colère refoulée avait fait place à la concentration. Le chagrin s'était mué en pages de manuel. Je pensais à mon père, qui m'avait élevée après le décès de ma mère, m'apprenant que la vraie valeur ne se mesurait pas à l'argent de la fortune ou au nom de famille. Il avait créé son entreprise dans un garage, soudant des circuits électroniques pendant que je faisais mes devoirs à côté. « Tu traces ton propre chemin », disait-il. Je ne lui avais pas parlé de mes études de droit. Je n'avais pas voulu l'accabler après que Grayson ait rompu les liens, le jugeant inadapté à leur monde. Mais d'une manière ou d'une autre, il l'avait su, ou du moins pressenti. À présent, tandis que des murmures se propageaient dans la salle, que les invités échangeaient des regards, que les téléphones se dégainaient pour envoyer des SMS discrets, je me sentais vulnérable, mais pas brisée. L'atmosphère était plus lourde, chargée du poids des non-dits qui remontaient enfin à la surface. Grayson se tourna vers moi, la voix basse et urgente. « C'est une erreur. Nous allons régler ça en privé. » Je croisai son regard, et pour la première fois, je vis la peur derrière son air renfrogné. « Non, dis-je doucement. C'est déjà public. » Et à cet instant, avec le recul, je réalisai que c'était la première vraie respiration que j'avais prise depuis des années. Le silence de la salle de bal se brisa comme une vague. Les murmures se muèrent en chuchotements, les regards oscillant entre la scène et moi. Mon père resta immobile tandis que la sécurité s'approchait enfin. Mais avant qu'il ne puisse l'atteindre, une femme en tailleur gris sobre s'avança à ses côtés. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière et elle avait une présence qui forçait les gardes à s'arrêter. « Je suis la juge Arlon », annonça-t-elle dans le micro, sa voix portant le poids des salles d'audience. « Et j'ai quelque chose à ajouter. » Elle prit l'enveloppe des mains de mon père et en sortit des papiers. Le contrat prénuptial signé par Madame Blackwell il y a 7 ans est nul, pour cause de fraude. Perte dissimulée, fausse déclaration, contrainte émotionnelle, tout est documenté ici. La chaise de Grayson grinça. Il se leva, le visage crispé, mais sa voix était plus faible que je ne l'avais jamais entendue. C'est ridicule. Cet accord est valable. La juge Harland ne lui jeta même pas un regard. Les contrats fondés sur des mensonges ne sont pas valables, monsieur Whitlock. N'importe quel juge le rejetterait, et compte tenu des preuves, Madame Blackwell a droit à bien plus que ce que vous aviez prévu. La salle pencha. Je me redressai brusquement, mes jambes raclant le marbre, et me levai. Le chemin vers l'estrade semblait interminable, les invités s'écartant comme l'eau, leurs visages flous, entre choc et curiosité. Quelqu'un murmura, « C'est elle. » Une autre voix. Celle qui l'avait appelée. Je ne me pressai pas. Chaque pas me semblait une tentative de reconquérir du terrain perdu. Grayson m'intercepta à mi-chemin, sa main sur mon bras, non pas crispée cette fois, mais désespérée. « Abigail, nous pouvons en parler en privé. » Je m'arrêtai, le regardai. L'homme qui avait réduit ma valeur à néant. Il n'y a plus rien à dire. Je me dégageai et continuai mon chemin. Sur scène, le juge Harland me tendit le micro. Mes mains étaient fermes lorsque je le pris. L'enveloppe était lourde et réelle. J'en sortis une feuille et l'impression d'un courriel datant de plusieurs mois. « Je vais lire quelque chose, » dis-je, ma voix résonnant doucement mais clairement entre Grayson et l'un de ses amis. « Abigail est la preuve qu'on ne peut pas réparer ce qui est cassé. Elle est utile pour l'instant. Elle gère la maison. Elle reste discrète. Le contrat prénuptial signifie qu'elle partira sans rien. Le meilleur dans tout ça,
Elle est trop épuisée pour se battre. Des murmures d'étonnement parcoururent la foule. La mère de Grayson serra son collier contre elle. Sa belle-sœur se figea en plein SMS. Ses associés s'éloignèrent de lui comme si la distance pouvait effacer tout lien. Je n'ai pas élevé la voix. Inutile. Les mots ont suffi. Mon père posa une main sur mon épaule. Tu l'as bien mérité, murmura-t-il. Plus tard dans la soirée, après le chaos, après la fuite des invités, après le départ précipité de Grayson, je le trouvai dans la bibliothèque du domaine. La porte était comme un bocal, la lumière de la lampe se répandant à travers. Il se tenait près de la fenêtre, un verre à la main, son nœud papillon défait. Il se tourna quand j'entrai. On peut arranger ça. Un accord. Ce que tu veux. Je restai près de la porte, mon téléphone dans la poche, enregistrant discrètement. Non. Son visage se durcit. Tu te crois malin maintenant? Avec ton diplôme secret, tu n'es rien sans moi. Le mot me piqua, mais moins qu'avant. Je glissai mon alliance, cette simple bague dont il s'était toujours plaint, et la posai sur le bureau entre nous. Tu t'es trompé. Il s'approcha, baissant la voix. Tu vas le regretter. Je vais m'en assurer. Je croisai son regard. Tu as déjà essayé pendant 7 ans, et regarde où nous en sommes. Il tendit la main vers mon bras, mais je reculai. Il me toucha de nouveau, et c'est fini, d'une manière que tu ne peux pas contrôler. Il se figea. Je me retournai et sortis, le laissant dans la pénombre. Dehors, mon père m'attendait avec les clés d'une berline neuve. Prête à rentrer, j'acquiesçai. Tandis que nous nous éloignions, la propriété rétrécissant dans le rétroviseur, je ressentis le premier vrai calme que j'avais connu depuis des années. Non pas un vide, juste une liberté. Des mois plus tard, je me tenais sur scène à la remise des diplômes de Northwestern. Le poids de la toge m'était familier, comme celui des livres de droit que j'avais portés en secret. L'auditorium vibrait des familles et des promesses d'avenir. Mais mon regard se posa sur le premier rang, mon père à côté de Tessa et la juge Harland à leur côté, son hochement de tête comme un point d'ancrage silencieux. Quand ils annoncèrent mon nom, Abigail Blackwell, major de promotion, je traversai la scène sans un mot d'excuse. Le doyen me tendit le diplôme, murmurant d'une voix douce. « Vous nous avez tous montré ce qu'est la force tranquille. » À l'estrade, je contemplais la foule. Il y a 3 ans, j'ai commencé à étudier le chant. J'ai débuté dans l'ombre, étudiant dans des coins reculés, persuadé de ne pas être à la hauteur. On me répétait sans cesse que l'intelligence sans le bon nom, le bon raffinement, ne valait rien. Je fis une pause, laissant les mots résonner en moi. Mais voici ce que ces épreuves m'ont appris. Le vrai pouvoir ne consiste pas à détruire les autres. Il s'agit de se relever malgré tout. La justice n'est ni bruyante ni vengeresse. C'est la reconquête sereine de ce qui a toujours été vôtre. Des applaudissements chaleureux et mérités emplirent la salle. Je n'ai pas nommé Grayson. Inutile. L'histoire s'était répandue d'elle-même. Des murmures dans les milieux juridiques. Un changement discret dans le regard que les gens portaient sur moi. Non plus comme une victime, mais comme une femme qui avait choisi sa propre voie. Plus tard, dans l'appartement de la Gold Coast que mon père m'avait légué, je me suis assise près de la fenêtre donnant sur le lac Michigan. L'espace me paraissait différent, plus à moi. Fini les post-it qui traquaient le moindre de mes faits et gestes. Fini les leçons de morale qui résonnaient en moi. Je les avais tous retrouvés cette première nuit seule, cachés dans des tiroirs, derrière des placards, autant de rappels de mon besoin de contrôle. Je les ai rassemblés dans la cheminée et les ai regardés brûler un à un. Le papier se rétractait en cendres tandis que la lumière de l'aube filtrait. Les flammes ne faisaient pas rage. Elles consumaient silencieusement jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Grayson s'est estompé dans mes souvenirs. Les papiers du divorce sont arrivés sans contestation. Les preuves de fraude étaient trop accablantes. Le contrat prénuptial s'est dissipé comme de la fumée. J'ai entendu dire, par des voix détournées, que les fondations de sa famille s'étaient effondrées sous le feu des projecteurs. Les partenariats se sont dissous, leur image soigneusement construite s'est fissurée. Mais je n'ai pas suivi l'affaire de près. Je n'avais pas besoin des détails. Au lieu de cela, j'ai construit quelque chose de nouveau. J'ai rejoint un cabinet en centre-ville, prenant en charge des affaires de femmes, comme si j'avais été piégée par des contrats qui semblaient équitables,
mais qui ne l'étaient pas. Tessa m'accompagnait, son bureau à côté du mien. Nos déjeuners se déroulaient désormais dans un endroit avec vue. Mon père venait souvent me voir, fier non pas de l'héritage qu'il m'avait légué, mais de ce que j'en avais fait. Un matin, en marchant au bord du lac, j'ai senti la brise sur l'eau et j'ai réalisé que la douleur avait disparu. Celle qui m'avait étreinte la poitrine pendant des années, une compagne constante. À sa place, il y avait de l'espace, de la place pour respirer, pour choisir, pour être. Rétrospectivement, cette potence n'était pas synonyme de vulnérabilité ou de chute. C'était le moment où j'ai cessé de me cacher, cessant de laisser les doutes d'autrui me définir. Parfois, la chose la plus forte que l'on puisse faire est de rester immobile tandis que le monde s'agite autour de soi. Et dans ce silence, trouver son chemin. Merci de m'avoir accompagné sur ce chemin. Chaque histoire nous rappelle que la force se cache souvent derrière le chagrin. Si celle-ci vous a touché, restez avec nous, car chaque histoire révèle une nouvelle vérité du cœur humain. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager pour que d'autres histoires comme celle-ci puissent atteindre ceux qui en ont le plus besoin.